cette nouvelle rubrique sur TV83, Culture Actu, nous vous parlerons de l'activité culturelle varoise, tant en ce qui concerne le cinéma que le théâtre ou la littérature. Pour ce premier numéro, nous évoquerons l'histoire de Michel Pacha, dont le nom est resté célèbre dans la région, mais dont on a peut-être oublié l'histoire. Hélène Gouin nous présentera ensuite la 10e exposition de Design Parade à la Villa Noailles à Hyères, ainsi qu'une exposition de céramique qui se tient jusqu'au 27 septembre. Enfin, troisième volet de ce premier numéro, un de nos collaborateurs a rencontré Yves Stalloni, qui vient de sortir un bouquin aux éditions Sud-Arène et dont l'intrigue se passe à Toulon, Eudox, ou une initiation toulonnaise. Commençons donc par Michel Pacha. De son vrai nom, Marius Jean Michel, il est issu d'une grande famille de navigateurs. Il est né à Sanary en juillet 1819 et un peu plus tard, quand il est adolescent, il part à Marseille préparer le concours de l'école navale. Mais nous sommes en 1834, une épidémie de choléra sévit à Marseille et pour l'épargner, son père rapatrie Marius à Toulon sur son propre navire, la Torche. Le destin de Marius est alors tout tracé. Il gravit rapidement les échelons, puisque en une dizaine d'années, il devient capitaine au long cours. Il a 25 ans en 1844. 5 ans plus tard, il va épouser Marie-Louise de Séris, dont il aura 2 enfants, Amélie et Alfred, qui vont connaître un destin tragique, puisque Amélie va se laisser mourir de langueur, comme on disait à l'époque. Elle était tombée amoureuse d'un garçon à l'âge de 15 ans. Ce garçon était maçon et évidemment la famille ne voulait pas de cette union, et Amélie s'est laissée mourir de chagrin. Quant à Alfred, il mourra aussi jeune, puisqu'il décédera en 1889 à 29 ans. Marie-Louise elle-même connaîtra une fin tragique, puisqu'elle va être assassinée sur la tombe de sa fille Amélie, au cimetière de Sanary en 1893. Elle est assassinée par un de ses neveux, et on ignore encore aujourd'hui pour quel motif. La vie personnelle de Marius est tragique, comme on le voit, mais le bonhomme est doté d'une énergie hors du commun, un peu à la manière d'un Ferdinand de Lesseps, puisqu'il va se lancer dans des projets gigantesques, comme on va le voir. Il poursuit donc sa carrière de navigateur, et au cours d'un de ses périples dans la mer Noire, autour du Bosphore, son bateau est en proie à la tempête, et pendant 4 jours et 4 nuits, il se bat contre les éléments, et finalement il parvient à sauver à la fois son bateau et les passagers, parmi lesquels se trouvait le comte de Montebello, qui revenait d'inspecter les troupes pendant la guerre de Crimée. Le comte de Montebello, qui est proche de Napoléon III, on va voir que c'est important pour la suite. Et Marius fait part des raisons pour lesquelles il a eu tant de mal à lutter contre la tempête. Et effectivement, dans cette zone, il n'y a pas de balises ni de phares, donc les naufrages sont très fréquents. Cette absence de phares et de balises, on le verra la semaine prochaine, aura des conséquences très bénéfiques pour Marius. À bientôt. Donc, comme promis, pour notre second sujet, Hélène Gouin va nous parler maintenant de l'exposition à la Villa Noailles, la 10e exposition Design Parade. Se tient depuis juillet 2015 et jusqu'au 27 septembre la 10e exposition Design Parade, qui fait suite au festival du même nom. Aborder la Villa Paquebot, c'est d'abord être invité chez Marie-Laure et Charles de Noailles. Ce couple de mécènes a fait bâtir à Hyères une villa ouverte à tous les projets artistiques, Marie-Laure s'intéressant plutôt à la peinture et à la musique moderne, tandis que Charles ajoutait
sa touche personnelle avec l'art des jardins. En effet, la villa ouvre vraiment un espace privilégié aux œuvres d'art, permet une mise en espace et une disposition des œuvres particulièrement intéressantes et recherchées. Ce lieu, qui a accueilli les surréalistes, présente jusqu'à fin septembre des céramiques de la manufacture de Sèvres dans une disposition très originale, avec des œuvres de grands créateurs et des œuvres d'une artiste qui a gagné de nombreux concours et qui a la chance d'être en résidence à la Villa Noailles. Les chambres et les salons du rez-de-chaussée abritent les œuvres des concurrents de Design Parade, 10e version, à la fois des objets détournés de leur fonction première et vraiment de curieux prototypes. Laura Couteau-Rosado, lauréate du Grand Prix Design Parade 2014, expose là ses vases en puissance. La piscine, située à l'étage, présente des objets destinés à être situés sur un plan horizontal, tandis que la salle de squash a été revisitée comme salle d'exposition d'œuvres destinées à un support plutôt vertical. L'ordre chronologique n'est pas de rigueur dans ces expositions, au milieu desquelles on peut retrouver des collages de Marie-Laure de Noailles, proches du scrapbooking, au sein des expositions permanentes. Enfin, les jardins que prolonge la villa permettent de continuer la visite par une promenade en pleine nature, cette nature si chère au couple de Noailles qui voulait, dans un but humaniste, vraiment souligner ce rapport du corps et de l'homme à la nature. La villa est ouverte tous les jours, sauf le mardi et les jours fériés, de 14h à 19h. Et le vendredi, profitez-en jusqu'à la fin de l'été, elle est ouverte en nocturne, ce qui met particulièrement en valeur l'architecture contemporaine de la villa. Et maintenant, pour notre troisième et dernier sujet, Eudoxe ou une initiation toulonnaise, le dernier opus d'Yves Stalloni aux éditions Sud-Arène, c'est son 30e bouquin. Alors, parlez du dernier bouquin qui vient de paraître chez Sud-Arène. C'est un des 2 romans que j'ai écrits, parce que sur la trentaine, il n'y en a pas eu beaucoup de romans, et c'est un des deuxièmes, et celui-ci est un peu un cri d'amour à l'égard d'une ville qui est plutôt mal aimée et mal comprise. Cette ville, c'est celle où je vis depuis presque toujours, Toulon, qui a contre elle un certain nombre de handicaps, sa position géographique, son histoire, son image de marque, son port, et puis peut-être aussi des personnalités qui y ont habité et qui n'ont pas toujours été aussi prestigieuses et illustres qu'il le faudrait. Et donc ceci m'a intrigué, et à partir de là, j'ai imaginé l'histoire d'un jeune diplômé qui débarque dans cette ville sans préjugés, mais sans non plus sympathie particulière à l'égard de la cité en question. Et puis progressivement, eh bien, il va en découvrir les soubassements, les replis cachés, les beautés mystérieuses, peut-être aussi les faiblesses, mais ces faiblesses qui sont capables de se transformer en séduction. Et donc il y a tout le folklore de la ville qui est là, folklore au sens positif du terme ou au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la culture populaire, celle du peuple, c'est-à-dire quoi, le marché, les rues, les grandes personnalités, le rugby, l'opéra de Toulon, les lieux culturels, les lieux populaires. Et cette découverte est favorisée par une rencontre sentimentale. Une initiation, c'est à la fois une initiation culturelle et une initiation affective. Vous parlez de folklore comme si cette ville n'avait pas d'âme. Ah, alors dans ce cas-là, je me suis mal exprimé, parce que justement, c'est essayer d'aller plonger dans l'âme. Mais il est très difficile de découvrir l'âme d'une ville. C'est quelque chose qui demande du temps, de la patience, et peut-être aussi des clés. Et justement, ce que voudrait être le livre, c'est fournir quelques clés, notamment pour ceux qui sont des néo-toulonnais, qui arrivent, qui débarquent, ou ceux qui sont des anciens et qui n'ont pas tout vu, tout compris, qui demandent encore à apprécier des choses. Merci Yves Stalloni. Merci.
Thank you.